Vous regardez 64 minutes, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Washington en appelle à ses alliés de l'OTAN. Le chef de la diplomatie américaine leur demande de répondre aux inquiétudes de Donald Trump sur la guerre au Moyen-Orient. Et faut-il y voir un geste de bonne volonté? Les États-Unis annoncent le déploiement de 5000 militaires américains en Pologne. 6 secouristes encore tués dans le sud du Liban après des bombardements. Près de la moitié des villes de cette région ont été endommagées ou détruites. Un concert de soutien a été organisé à l'Institut du monde arabe. Sa présidente Anne-Claire Legendre est notre invitée. Scène de chaos en République démocratique du Congo. Cet hôpital a été brûlé par des proches d'une victime d'Ebola. Ils voulaient récupérer le corps et ils n'ont pas supporté que ce soit interdit. Le risque épidémique passe à très élevé au niveau national, annonce du chef de l'OMS. Les supporters de Lens ont sorti leurs écharpes et peaufinent leur hymne. Ils débarquent ce soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France de football. Est-ce que leur club va décrocher ce trophée face à Nice? Ce serait une première. Ebola, hantavirus, sommes-nous devenus plus vulnérables aux épidémies? On en débat dans Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones. C'est dans la seconde partie de cette émission. D'un côté, Donald Trump retire des troupes en Allemagne et de l'autre, il en envoie. 5000 soldats américains devraient être déployés en Pologne. Une annonce saluée par le chef de l'OTAN. Une réunion ministérielle de l'Alliance se tenait aujourd'hui en Suède en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les précisions de Grégory Fontana. C'est l'une des idées fixes de Donald Trump depuis 10 ans, obtenir de la part des Européens un engagement plus important au sein de l'OTAN, brandissant régulièrement la menace d'un retrait américain de l'Alliance. L'année dernière, il a obtenu de leur part qu'ils consacrent 5% de leur PIB à la défense d'ici 2035. Message reçu 5 sur 5 à Berlin, qui vient d'apprendre à la veille de ce sommet le retrait prochain de 5000 soldats américains sur les 38 000 basés en Allemagne. Nous sommes en bonne voie d'atteindre l'objectif de 5%. Cette année, nous dépasserons déjà les 4% en termes budgétaires. Il faut concrétiser cet objectif. Il faut que cela se traduise par des capacités réelles. À cet égard, nous sommes un pays leader au sein de l'OTAN. Berlin sous le coup de la colère de Washington après les critiques répétées du chancelier allemand sur la stratégie américaine en Iran. Et c'est la Pologne avec à sa tête un président conservateur et traditionnaliste qui bénéficie désormais de la bienveillance de la Maison-Blanche après l'annonce du déploiement prochain de 5000 soldats américains. L'Iran, l'autre point de crispation, les États-Unis reprochent aux pays de l'Alliance leur refus de s'engager dans la sécurisation du détroit d'Ormuz, voire de ne pas s'impliquer directement dans cette guerre. Les sentiments du président, son inquiétude vis-à-vis de certains de nos alliés de l'OTAN et de leur réaction à nos opérations au Moyen-Orient sont bien connus. Il faudra y répondre, mais cela ne sera ni résolu ni abordé aujourd'hui. Tout comme se pencher sur la menace d'un désengagement américain au sein de l'OTAN. Si le secrétaire général de l'Alliance confirme l'existence de telles discussions, il n'en dévoile aucun détail et réaffirme surtout la solidarité des 32 pays membres. Si quelqu'un était assez fou pour nous attaquer, la riposte serait dévastatrice. Si l'OTAN est un tigre de papier pour Donald Trump, il sait mieux que quiconque que c'est aussi essentiel pour l'industrie américaine de l'armement. L'augmentation des budgets européens aura comme conséquence directe une part de plus en plus importante consacrée à l'achat de matériel américain qui équipe la majorité des pays de l'Alliance. Et va-t-on trouver un accord dans cette guerre au Moyen-Orient? Le chef de l'armée du Pakistan est en route vers Téhéran. C'est lui, le maréchal Hassim Mounir, qui est le médiateur de ces négociations. Et parmi les nombreux points à régler, le nucléaire iranien, Donald Trump a fait une mise au point hier. C'est nous qui récupérons l'uranium hautement enrichi. Nous n'en avons pas besoin, nous n'en voulons pas, mais nous le détruirons probablement une fois que nous l'aurons récupéré. Mais nous ne les laisserons pas le garder. À voir donc si les Iraniens accepteront. Les gardiens de la révolution mettent la pression. Vous le savez, ils ont créé une autorité visant à contrôler le trafic maritime du détroit d'Ormuz. Bonsoir Slimane Zeguidou. Bonsoir. Alors on avait le logo, le compte X, et maintenant ils dévoilent une carte. Oui, une carte dans laquelle, donc la carte c'est de l'autorité du détroit
d'Ormuz. C'est une entité ad hoc qui vient d'être créée, on voit sur la carte. Eh bien, elle prétend être une sorte de tour de contrôle maritime qui va légiférer sur le passage de chaque bateau dans un sens ou dans un autre. Alors, cette zone qu'on voit en rouge recouvre une superficie de 22 000 km², c'est-à-dire le double de la superficie du Qatar voisin. Bien entendu, l'Iran n'a aucun statut légal pour exprimer la moindre possession ou revendication sur cet espace. C'est carrément une violation flagrante du droit international, des eaux maritimes, des eaux territoriales des autres pays voisins. Regardez, ça va jusqu'aux Émirats et surtout le port de Fujairah qu'on voit sur la carte. Celui-là, ce port est un débouché d'un oléoduc qui permet aux Émirats d'exporter du pétrole depuis la mer d'Oman. Eh bien, l'Iran, cette zone de l'Iran commence à cet endroit-là donc pour étouffer et étrangler les Émirats. Alors comment réagissent les pays arabes voisins, notamment les Émirats arabes unis, mais aussi les États-Unis? Alors, les Émirats arabes unis, Oman réagissent avec sang-froid parce qu'ils connaissent très bien leur Iran depuis des siècles. Ils y voient une simple gesticulation tactique dans le bras de fer qui oppose Washington à Téhéran. Néanmoins, ils estiment que l'Iran n'a évidemment aucune prétention à avoir là-dessus, même si elle n'a pas signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce qu'elle devrait faire. Les Américains, eux, tout simplement, ils ont dit il faut ignorer tout ce que peut raconter l'Iran de ce côté-là. Et ils poursuivent leur blocus des ports iraniens, à peu près dans le même espace que revendique en rouge l'Iran. Néanmoins, aujourd'hui, donc, les deux marines se regardent en chien de faïence. C'est ce qu'on appelait une guerre en dentelle, quelques escarmouches. Mais tout le monde maintient le statu quo pour laisser toutes leurs chances aux négociations qui ont lieu via le Pakistan pour trouver un accord final. Merci Slivan pour ce décryptage. Et malgré le cessez-le-feu en vigueur au Liban, cette fois, les bombardements israéliens se poursuivent dans le sud du pays. Au moins 6 secouristes ont été tués près de Tyr. Israël a détruit ou endommagé près de la moitié des villes de la région. Les images satellites attestent de l'ampleur des destructions. Christina Moleova. Des maisons en ruine à perte de vue. Voilà tout ce qu'il reste de Der Kanounenna, un village libanais proche de la frontière israélienne. Depuis le début de l'offensive de l'armée israélienne dans le sud du Liban en mars dernier, ces localités sont rayées de la carte, les unes après les autres. Pour préserver la mémoire de ces lieux, les habitants cherchent et partagent leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Un travail de fourmi auquel participe Ala Farah, originaire du village de Yaroum, détruit il y a quelques semaines. Je n'exagère pas en disant que nous avons des souvenirs dans chaque recoin de Yaroun. Le monastère où nous allions quand nous étions petits, l'école, l'église où nous prions chaque jour. Chaque coin, même les maisons des voisins, tout a disparu. Depuis quelques jours, Ala Farah partage également ses images avec le Conseil national de la recherche scientifique libanais. Celui-ci répertorie tous les dégâts causés par l'armée israélienne. Selon ses dernières estimations, près de 290 000 logements ont été détruits depuis la dernière guerre en 2023, dont 61 000 ces 2 derniers mois. Ces actes ne ciblent pas juste le Hezbollah, comme l'affirme Israël, mais toute la population, selon les chercheurs. Ils qualifient même cette situation d'urbicide. Les Israéliens ne mènent pas des opérations militaires ou de repérage. Ils entrent dans ces zones pour détruire la terre, la population et les infrastructures en une seule fois. Des destructions qui rendraient tout retour impossible et créeraient une zone tampon dépeuplée entre Israël et le Liban, au-delà du fleuve Litani. Certains experts vont même plus loin. Ces villages détruits pourraient faire place à de futures colonies israéliennes. Plusieurs mouvements messianiques juifs, dont Uri Tzafon, ont même déjà renommé les villages libanais en hébreu et publié de fausses annonces immobilières dans ce qu'ils présentent comme la terre de leurs ancêtres. Malgré les destructions et l'impuissance de leur gouvernement, les Libanais déplacés espèrent encore pouvoir regagner leur village. Près d'1 million de personnes ont dû fuir leur domicile et 3 000 autres ont été tuées depuis la reprise du conflit dans le sud du pays le 2 mars dernier.
Le Liban qui peut compter sur le soutien de la France. Un grand concert était organisé mercredi devant le parvis de l'Institut du monde arabe à Paris. Bonsoir Anne-Claire Legendre. Bonsoir. Vous en êtes la nouvelle présidente, première femme à diriger l'IMA. Une nomination intervenue dans un contexte un peu particulier. Votre prédécesseur Jack Lang a démissionné après avoir été éclaboussé par ses liens financiers présumés avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. C'était en février dernier. Alors l'Institut du monde arabe a un statut un peu flou. On parle de culture, de politique. Vous, la diplomate, est-ce que vous voulez l'ancrer plus dans l'actualité, dans la géopolitique, d'où ce concert mercredi pour le Liban ? L'Institut du monde arabe a toujours su traiter l'actualité. Encore ces 2 dernières années, sous la précédence il avait par exemple traité de Gaza à l'occasion de 2 expositions qui avaient été très largement vues par nos concitoyens. Et je crois que c'est son rôle que d'éclairer l'actualité à la fois par des actions de la société civile, pour la société civile, et c'était l'objet de ce concert pour le Liban, mais également en apportant des éclairages historiques, scientifiques, qui permettent aussi à nos concitoyens de mieux comprendre les situations dans lesquelles se trouvent les pays de la région. Alors vous avez été la porte-parole du Quai d'Orsay, la conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Quelle analyse faites-vous de cette guerre au Moyen-Orient, dont le Liban paie le prix fort ? On parle d'une issue, est-ce que c'est possible ? À quelle échéance ? Quelle est votre analyse ? Écoutez, je ne suis plus conseillère pour Emmanuel Macron, donc je m'exprime au nom de l'Institut du monde arabe, dont ce n'est pas la vocation que d'analyser la situation sur le terrain. Ce que je vois de la guerre au Liban, c'est malheureusement la continuation de ce que nous avons vu ces années précédentes, avec un Hezbollah qui est visiblement manipulé par l'Iran et qui se trouve donc poussé à l'offensive par une puissance étrangère au Liban et aux Libanais. Et donc c'est une guerre que n'ont pas choisie les Libanais. Et de l'autre côté, Israël qui, au prétexte finalement d'assurer une sécurité totale, ce qui est, on le sait bien, impossible, continue à mener aujourd'hui des opérations, quand bien même il y a normalement un cessez-le-feu qui a été décrété. Mais l'Institut du monde arabe est extrêmement lié avec les pays arabes, les 22 pays de la Ligue arabe, les pays du Golfe. Ces ambassadeurs, vous les rencontrez, vous les connaissez. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils attendent de la France ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? On sera moins. Je crois qu'ils attendent beaucoup de la France et que nous leur donnons beaucoup, puisqu'ils nous considèrent comme un allié fiable. Et c'est, je crois, tous les signaux qu'ont envoyés nos autorités depuis le début de cette guerre. C'est à la fois en termes de sécurité et de défense, bien sûr, puisque vous savez que nous avons toute une série d'accords avec ces pays, notamment dans la partie du Golfe, qui est aujourd'hui directement menacée par les frappes iraniennes. Et donc, à l'occasion de ces frappes et de ce déclenchement du conflit, il y a eu toute une série d'actions, y compris militaires, en défense de ces États de la région. Et cela, je crois, vient démontrer à ces États, qui nous le disent et qui le disent publiquement, que la France est un allié crédible avec une politique constante, prévisible, ce qui n'est pas le cas de tous les alliés de la région. Mais est-ce que ça complique votre tâche, puisque tout ce qui est culturel est un petit peu en suspens, et pareil pour tout ce qui est participation financière, parce qu'aujourd'hui, avant c'était 40% de financement, c'est ça de leur part, on n'y est pas. C'est votre objectif aujourd'hui ? C'est un des objectifs, évidemment, que d'assurer la viabilité financière de l'institution. La répartition initiale, mais on parle là de 1982, donc cela fait bien longtemps, était en effet 40% pour les pays arabes, donc les 22 pays de la Ligue arabe qui sont pays membres fondateurs de l'Institut du monde arabe, et la France à 60%. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La France finance à peu près 50% du budget annuel de l'IMA. Le reste est financé sur des ressources propres et sur quelques apports de la part des États arabes sur des projets spécifiques, mais il n'y a plus de financement régulier. Et c'est ce que vous allez essayer d'avoir. Alors, juste, effectivement, vous connaissez très très bien cette région. Est-ce que vous allez développer des projets avec l'Algérie? Vous connaissez très bien l'Algérie, vous connaissez très bien le président Tebboune, vous l'avez rencontré plusieurs fois. On voit qu'il y a un réchauffement avec la France, la visite notamment de Gérald Darmanin cette semaine. On pense à Christophe Glaise. TV5 Monde est mobilisé pour notre confrère qui est en prison depuis plus d'un an en Algérie. Est-ce que vous pensez que tout ça va dans le bon sens? Est-ce que vous voulez concrétiser ces liens via l'Institut du monde arabe?
Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Je crois que nous sommes interdépendants. C'est un pays extrêmement important en Afrique. Nous avons évidemment une histoire qui nous lie de façon, qui nous lie humainement, d'une façon qui ne peut pas être dénouée. Et donc, il est de la responsabilité, je pense, de toutes les autorités, quel que soit leur bord politique, que d'entretenir des relations. Il n'y a pas longtemps. J'étais en Algérie. En effet, c'était une visite que j'ai faite très rapidement après le début de mon mandat, à l'invitation de la ministre de la Culture, qui m'a invité à participer à des événements culturels. Je pense que c'était un signe d'ouverture de la part des autorités algériennes. J'y ai répondu et évidemment, l'Institut du monde arabe peut contribuer. L'Algérie, comme tous les autres États membres fondateurs de l'IMA, a une place. Elle a une place dans les expositions, dans les événements culturels que nous montrons. Nous avons par exemple des événements à venir sur... je finis sur la mémoire, puisqu'on sait bien que c'est une des questions qui est parfois sensible et mise au milieu du débat franco-algérien. Nous aurons par exemple le 4 juin un événement à la mémoire de Messali Hadj et de l'étoile nord-africaine, qui est en quelque sorte une association qui a été à l'origine du nationalisme algérien. Et donc ce travail-là, nous le faisons au quotidien à Lima. Et vous connaissez le président Tebboune, je le répète. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire un geste, gracier Christophe Glaise ? Écoutez, je l'espère. Je crois que c'est la demande de nos autorités. C'est surtout la demande de la mère de Christophe Glaise. C'est la raison pour laquelle Christophe Glaise a également retiré son pourvoi. Et donc j'espère que ce geste de bienveillance pourra être fait. Merci infiniment Anne-Claire Legendre d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que la Nuit des musées, c'est demain, donc samedi soir. Et il y a une nocturne exceptionnelle à l'Institut du monde arabe. Absolument. Merci à vous. L'inquiétude grandit en République démocratique du Congo. Le risque d'épidémie d'Ebola est passé à très élevé selon le chef de l'OMS. Des proches d'une victime ont incendié un centre de traitement. Ils voulaient récupérer le corps, mais l'hôpital a refusé par crainte de contagion. On fait le point avec Caroline Goss. Dans cet hôpital de Rampara, près de Bunia, la situation dégénère. Des jeunes veulent récupérer le corps d'un de leurs proches décédés. Face au refus des soignants, les dépouilles des malades étant toujours contagieuses, les portes de l'établissement sont forcées et 2 tentes d'isolement incendiées. Nous étions venus enterrer mon fils quand nous avons vu arriver en grand nombre ces gens qui réclamaient le corps d'un certain Eli. Ils ont commencé à jeter des pierres et à mettre le feu aux tentes, et le corps de mon fils est resté brûlé là. Un soignant a été blessé. Ces personnels de santé qui sont en première ligne dans le combat contre le virus tentent, tant bien que mal, d'informer, d'expliquer, de rassurer. Ils sont parfois eux-mêmes contaminés. Plusieurs d'entre eux sont déjà décédés. Cela fait à peine 3 semaines que les premiers cas de la maladie ont été signalés en Ituri. Le virus s'est d'abord propagé au Nord Kivu. 2 nouveaux cas viennent maintenant d'être détectés, dont un confirmé dans le Sud Kivu. C'est ce que déclare dans un communiqué l'AFC M23, le groupe armé qui contrôle une partie de cette province. Un des principaux défis, éviter la désinformation et les rumeurs. Nous avons toute une unité qui est faite de partenaires qui sont venus de différentes places, qui font le suivi journalier et qui publient les résultats qui sont exacts, qui sont publiés sur les sites des différents ministères et qui, je demanderai que les gens se réfèrent parce qu'il n'y a personne vraiment dans la riposte qui a une intention de cacher quoi que ce soit. Des mesures sont prises pour éviter toute propagation à l'extérieur du pays. L'Ouganda voisin, où un décès et 1 cas contaminé ont été enregistrés, a suspendu jeudi tous les transports publics avec la RDC. L'épidémie d'Ebola représente un risque très élevé pour la santé publique en RDC, contre élevé précédemment. C'est ce qu'annonce ce vendredi l'Organisation mondiale de la santé. Ousmane Sonko dénonce une tyrannie de l'Occident. Le Premier ministre du Sénégal revient sur les critiques dont son pays fait l'objet après l'adoption d'une loi très répressive contre les homosexuels. Il risque de 5 à 10 ans de prison. La France est l'un des pays cités. Écoutez. Et j'ai entendu beaucoup de gesticulations dans des pays étrangers, particulièrement la France. S'ils ont opté pour ces pratiques que je ne veux même pas nommer, c'est leur problème, mais nous n'avons pas de leçon à recevoir d'eux. Absolument pas de leçon. Il y a moins de 5 ou 10%
de la population mondiale, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils maîtrisent les médias, qui veulent imposer leur dictat, leur culture, leur civilisation. La scène en rappelle une autre, celle de l'arrestation de George Floyd aux États-Unis. Un informaticien d'origine congolaise a été arrêté, plaqué au sol à Dublin en Irlande. Yves Sakila est mort à l'hôpital. 2 enquêtes sont en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Un drame qui a suscité beaucoup d'émotions, comme nous l'explique Camille Ballan. Une vidéo choc devenue virale sur les réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés sur Henry Street, une des artères les plus fréquentées de Dublin. Suspecté de vol à l'étalage, un homme est maintenu face contre terre par des agents de sécurité privés. Pendant de longues minutes, Yves Sakila subit des pressions de plusieurs individus, notamment au niveau de la tête et du cou. Inconscient à l'arrivée des policiers, le trentenaire est menotté brièvement, puis transporté à l'hôpital où son décès sera prononcé. Des images d'une brutalité inouïe, faisant tristement écho à la mort de George Floyd aux États-Unis en 2020. Quand les gens font référence à George Floyd, ils se souviennent de ce qui est arrivé, qu'il ne pouvait plus respirer. Là, on entend les gémissements de cet homme sous le poids de 6 ou 7 autres. Ça suffit à traumatiser quelqu'un. C'est une erreur sous toutes ses formes, et il est important que nous le reconnaissions afin que cela ne se reproduise plus. Ça devrait être la dernière vie de migrants perdus dans ce pays. Selon les autorités irlandaises, l'homme aurait refusé d'obtempérer et aurait tenté de prendre la fuite. Un homme âgé de 80 ans a été légèrement blessé. Yves Sakila est né en République démocratique du Congo, mais a grandi à Galway et à Dublin. Aujourd'hui, ils étaient près de 400 manifestants devant le Parlement irlandais à scander « Plus de silence, justice pour Yves ». Parmi eux, le pasteur Remba Osengo, dont la famille Sakila fréquentait l'église. Yves Sakila n'était pas armé, n'avait même pas quelque chose qui pouvait inquiéter le service de sécurité. Et alors, ces gens ne pouvaient pas utiliser, n'est-ce pas, cette force comme ça contre lui. Peu importe sa couleur de peau, peu importe son rang social, peu importe le groupe ethnique dont il vient, on doit respecter la vie humaine parce que la vie humaine est trop sacrée. Et c'est pourquoi nous réclamons la justice pour Yves Sakila. Les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été rendus publics. La police irlandaise poursuit ses investigations parallèlement à une enquête indépendante. D'après les derniers chiffres de la police irlandaise, les crimes et incidents racistes ont augmenté de 36% en seulement un an, entre 2023 et 2024. Direction la Corée du Sud. Les employés de Samsung Electronics menacés de faire grève, un mouvement social qui aurait pu coûter cher, très cher à l'entreprise. Le gouvernement est intervenu. Un accord a été trouvé avec à la clé des primes conséquentes. Les explications de Marie Poupinel. Cette poignée de main entre syndicats et patronat a fait couler de l'encre. Un accord de dernière minute sur le partage des super profits de Samsung. Et c'est maintenant que ça se joue. Environ 70 000 employés du géant sud-coréen ont une semaine pour voter électroniquement pour ou contre ce projet. Alors qu'ont-ils vraiment à gagner? Si l'accord est voté, un nouveau régime de primes verrait le jour pour des milliers de Sud-Coréens employés dans la division des semi-conducteurs. Au menu, un salaire augmenté de 6,2% et une prime de 290 000 € par an en moyenne, une partie en argent et l'autre en actions. Toutes ces mesures sont prévues pour 10 ans. Depuis avril, les tensions montent autour des super profits liés à l'IA. Chez Samsung, après l'échec des négociations, les salariés menacent de se mettre en grève. Le marché mondial de semi-conducteurs est en danger. Inquiet, Samsung relance les pourparlers. Son objectif, acheter la paix sociale. Nous ferons tout notre possible pour stabiliser les relations entre la direction et les syndicats chez Samsung Electronics à l'avenir. Nous espérons que cet accord provisoire servira de point de départ à une meilleure collaboration entre les partenaires sociaux qui profitent à tous. Le cas Samsung ne passe pas inaperçu. Le pays connaît un effet domino. Biotechnologie, automobile, informatique. La crise chez le géant technologique alimente déjà des revendications syndicales dans plusieurs autres secteurs. La Coupe de France de football, c'est toujours un événement et c'est le grand soir pour Lens. Le club n'a jamais remporté le trophée et espère donc s'imposer face à Nice. Ses supporters sont prêts à donner de la voix. 500 000 sang et or sont attendus au Stade de France ce soir. Reportage Anthony Joly, Jocelyn Debroux et Julien Pelletier.
Voilà une récréation que ces collégiens ne sont pas prêts d'oublier. À l'unisson, les corons, la chanson iconique du club et du bassin minier. Ce soir, Lens dispute la finale de la Coupe de France. Moi je dis 2-0 pour Lens, 3-0 pour Lens. 3-2, pronostic, je vais au match, je veux qu'il gagne, c'est obligé. Aux abords du stade Bollaert et dans toute la région, l'impatience grandit. Car en 120 ans d'existence, le Racing Club de Lens pourrait ce soir contre Nice remporter sa toute première Coupe de France. Est-ce que cette finale, ça peut potentiellement être le plus beau jour de votre vie? Ah, tout à fait, ah, tout à fait. Après comme diraient certains, après on peut mourir. Je ne vis que pour ça. Du matin au soir, du soir au matin. Pour l'occasion, Gladys Boda a confectionné de nouvelles écharpes, avec dessus un clin d'œil à l'histoire de la ville. Ce chevalet, c'est la structure qui permettait aux mineurs de descendre dans les galeries. C'est nos anciens, ils ont tout donné pour la mine et on doit continuer à les rendre fiers, à continuer à les faire vivre. C'est notre identité première en fait. Fiers de leur histoire, de leur couleur, jusque dans la confection des pâtisseries. Un beau t-shirt du RC Lens, avec une bonne génoise, une bonne ganache au chocolat dedans. Des éclairs sang et or, des fraisiers, impossible de ne pas se laisser tenter. Miam miam. Je pense que tout le peuple sait qu'on va la ramener, donc ça peut que nous porter chance. Et je trouve que c'est bien que les commerçants se mobilisent autour de cette finale. Au Stade de France ce soir, ils seront 50 000 supporters lensois, alors que la ville ne compte que 32 000 habitants. On se retrouve dans quelques minutes. Nous sommes vendredi, c'est Allons-y Franco, hantavirus, Ebola. Est-ce que nous sommes devenus plus vulnérables aux épidémies? On en débat avec mes invités. À tout de suite. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver sur TV5 Monde pour vos prévisions météo de ce samedi 23 mai. Nous prenons tout d'abord la direction de l'Inde qui connaît une vague de chaleur extrêmement intense ces derniers jours, de 46 à 48 degrés, notamment dans la capitale, à New Delhi. Les températures minimales ne descendent pas parfois en dessous des 35 degrés, avec en plus de cela de l'humidité, une chaleur très intense qui est difficile à supporter pour les organismes. Et cette chaleur se poursuivra encore ces prochains jours, surtout au sud-est du pays. Chez nous, la situation générale sur l'Europe, on a cet anticyclone qui s'étend de l'ouest jusque l'Allemagne, des courants plus perturbés en direction de la mer Noire. Et puis côté température, eh bien avec cet anticyclone, de la chaleur qui remonte depuis le sud avec des températures très estivales. On prend le cap vers les îles britanniques, on va retrouver plus de nuages entre l'Irlande et l'Écosse avec parfois un petit peu de bruine et un petit peu de vent possible, davantage de soleil sur l'Angleterre, 28 degrés attendus tout de même samedi après-midi à Londres, plein soleil sur le Benelux, 29 degrés l'après-midi à Bruxelles au meilleur de la journée. Sur l'Hexagone, c'est également le soleil qui l'emportera. On a quelques nuages bas côtiers au niveau du golfe du Lion, des températures élevées, 33 degrés par exemple ce samedi après-midi à Bordeaux. Soleil également présent en Suisse, en Allemagne. On remonte sur la Scandinavie où on retrouve un temps un peu plus perturbé sur la Norvège. Sur les autres régions, un ciel changeant, des nuages, des éclaircies, une petite vingtaine de degrés. L'ensoleillement sera aussi présent sur l'Europe centrale. On retrouvera un peu plus d'instabilité, surtout à l'est des Balkans avec quelques averses au programme, un temps plus sec au nord des Balkans, de l'instabilité sur la Grèce, mais surtout de bonnes averses orageuses sur la Turquie. La vigilance est de mise sur ces régions ce samedi. Le soleil l'emportera du nord au sud de la botte italienne, 30 degrés attendus à Rome. Quelques ondées sont tout de même possibles au sud de la botte, en Calabre, et on termine avec la péninsule ibérique. On retrouve des températures extrêmement estivales, le soleil bien entendu, plus de nuages sur le nord du Portugal, mais aussi en Galice. Avant de se quitter, à contrario de chez nous, on prend la direction de l'Argentine qui connaît des températures trop fraîches pour la saison. À Buenos Aires, ce samedi, on attend de 11 à 13
13 degrés. Nous sommes de 5 à 7 degrés sous les normales de saison. À très bientôt. Vous regardez 64 minutes et comme tous les vendredis, c'est Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones. Sommes-nous plus vulnérables aux épidémies ? Il y a 2 semaines, le monde était suspendu au sort du bateau de croisière Ondus où s'était déclaré un foyer d'hantavirus. Et depuis dimanche dernier, c'est l'épidémie d'Ebola qui inquiète. Elle touche la République démocratique du Congo, l'est du pays, avec un nombre bien plus élevé de victimes, au moins 177 décès suspects selon un dernier décompte. Voilà qui ravive les souvenirs de la Covid-19. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à d'autres épidémies, voire des pandémies ? On en débat avec mes invités. Stéphane Vernet, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique au quotidien Ouest France. Nous sommes en direct de Genève avec Michel Cerutti. Bonsoir, vous êtes notre correspondant en Suisse pour la RTS. Bonsoir, bonsoir. Et nous sommes en direct de Belgique, de Liège, avec Pierre Kroll, caricaturiste. Et pour compléter la bande d'AIF ce soir, Oriane Guilbault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste et spécialiste de la gouvernance mondiale de la santé. Alors voilà, merci à vous 4 d'être avec nous. Ces épidémies, elles sont bien sûr au cœur de la 79e Assemblée mondiale de l'Organisation mondiale de la santé qui se déroule en ce moment même à Genève. Le chef de l'OMS s'est dit inquiet concernant Ebola. Le risque épidémique est passé à très élevé. On l'écoute. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo se propage rapidement. Auparavant, l'OMS avait évalué le risque comme élevé au niveau national et régional et faible au niveau mondial. Nous révisons actuellement notre évaluation du risque. Il est désormais très élevé au niveau national, élevé au niveau régional et faible au niveau mondial. Voilà, faible au niveau mondial. Alors, est-ce que cette épidémie inquiète dans vos pays respectifs, pays de la francophonie ? Stéphane Vernet, je commence avec vous. Pour la France, c'est plutôt Mayotte qui est quand même surveillée. Oui, à juste titre, parce qu'effectivement, si l'OMS dit que le risque est faible au niveau mondial, on pourrait se dire que tout ça est loin et que la France est a priori peu concernée ou pas en danger, et c'est une grosse erreur. Il ne faut pas oublier qu'en fait, nous avons des territoires d'outre-mer, des départements partout sur le globe, dont Mayotte, et Mayotte est en proximité, et il y a le risque à Mayotte, c'est qu'on sait que c'est une île de l'océan Indien qui est soumise à une forte immigration clandestine, qui est en réalité pas contrôlée, et donc il y a beaucoup de clandestins qui arrivent régulièrement à Mayotte et qui viennent du continent africain, dont des réfugiés qui viennent du Congo. La République démocratique du Congo, oui. Et donc oui, en réalité, il y a un risque. On a Estelle Youssoufa, merci, donc, qui est députée à Mayotte, qui s'est exprimée sur le sujet mardi aux questions au gouvernement, je crois que c'était mardi si je me souviens bien, en disant qu'il y avait un souci, enfin que les Mahorais sont très inquiets. La ministre de la Santé, Stéphanie Risse, lui a répondu que toutes les hypothèses étaient envisagées, que la chose avait été étudiée dès dimanche, que les professionnels de santé étaient responsabilisés et qu'on serait prêt à mettre en place des parcours de soins d'isolement. Mais c'est pas ça que veulent les Mahorais. Les Mahorais, ce qu'ils voudraient, c'est qu'il n'y ait pas d'immigration clandestine du tout. Et ça, en réalité, personne ne peut l'assurer. Et donc, le risque existe à Mayotte. Oui, le risque existe. Alors, on rappelle que c'est un variant du virus Ebola, Bundibugyo, qui n'a pas de vaccin, qui a une forte létalité. Et la contagion, c'est surtout pour les soignants, notamment des médecins. Il y a un médecin américain qui est pour l'heure soigné donc, en Allemagne et un autre cas américain aussi, là, cette fois en République tchèque. Donc, comme quoi, c'est effectivement pour l'instant en République démocratique du Congo, mais il peut aussi y avoir des soignants qui sont atteints de ce virus. Alors, Michel Cerutti, comment s'est suivie cette épidémie d'Ebola en Suisse ?
Alors la presse, évidemment, en parle. C'est évidemment quelque chose qui inquiète à l'échelle, on va dire, mondiale, même si le risque, comme l'a rappelé l'OMS tout à l'heure, reste faible pour cette partie du monde. Il est beaucoup plus élevé en Afrique et régionalement. Mais voilà, ça ne fait pas non plus les grands titres. On n'en parle pas non plus tous les jours, même s'il y a des invités. Récemment, sur la radio-télévision suisse, il y a eu quelqu'un en RDC qui était interviewé afin d'expliquer comment les choses se passaient. Et ce que mettait en avant ce médecin qui travaille pour l'UNICEF en RDC, eh bien, c'était de cacher la chaîne de transmission sur place, et notamment lors des rites funéraires. C'était ça qu'il fallait apprendre aux populations, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas manipuler les personnes qui seraient éventuellement décédées de ce virus, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que cela se propage à l'échelle régionale et que par la suite ça puisse aller plus loin. Mais pour l'instant, la Suisse suit ça d'un œil attentif mais sans plus. Ce qui est étonnant, c'est qu'en décembre dernier, la ville de Genève, avec l'aéroport, les ambulanciers, la police, l'hôpital, enfin tout ça, tout le monde s'était mis ensemble pour coordonner l'éventuelle arrivée de quelqu'un qui serait touché par le virus Ebola. Donc en l'occurrence, cet exercice fait sens quand on voit comment l'actualité s'est développée depuis. Oui, effectivement, on va revenir sur comment se préparer lors de cas pareils. Nous sommes en direct de Liège avec Pierre Kroll. Les liens entre la République démocratique du Congo et la Belgique sont très forts au vu de l'histoire des deux pays. Est-ce que ça se ressent au niveau de la couverture médiatique ? Pas vraiment, on ne peut pas dire qu'on en parle énormément dans les médias. Ça se ressent pour une petite chose amusante, je terminerai par celle-là. Mais d'abord, dire que les autorités ont fait savoir qu'elles étaient en contact permanent avec la centaine de Belges qui habitent au Congo dans la région concernée. Il y en a aussi 300, je crois, en Ouganda. Et que cette population d'expatriés n'est pas très inquiète. Le mode de transmission de la maladie est très connu et les gens, est connu et les Belges sur place sont particulièrement prudents. On nous a aussi rassurés à propos de la diaspora congolaise qui est effectivement assez importante en Belgique, surtout à Bruxelles, mais qui voyage pas tant que ça et toujours généralement vers Kinshasa et pas vers les zones infectées, on va dire. Mais alors il y a aussi des appels à la trêve dans le conflit, vous savez, permanent qui a lieu dans le Nord Kivu. Mais ça, il faut bien dire que si la Belgique était écoutée dans ce conflit, ça se saurait. Bon. Et par contre, ce qui est relativement sympathique, et je voulais terminer par ça, c'est que l'équipe nationale congolaise est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et c'est un gros événement là-bas. C'est la deuxième fois dans son histoire qu'elle est qualifiée pour la Coupe du Monde de football aux États-Unis. Elle devait entamer lundi un stage préparatoire à Kinshasa. Et par prudence, c'est la Belgique qui va prêter ses terrains. Et c'est ici que l'équipe congolaise, ça c'est effectivement un lien d'amitié encore avec le Congo, c'est ici que l'équipe du Congo va s'entraîner avant de partir aux États-Unis et disputer un match amical contre le Danemark d'ici 15 jours. Oui, une preuve de soutien, effectivement, de solidarité pour cette équipe congolaise. Oriane Guilbault, est-ce que l'OMS est vraiment à même de traiter ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo ? Il y a beaucoup de critiques sur le fait qu'on a tardé à l'allumage. On sait que l'OMS a perdu beaucoup de budget, près d'1 milliard, c'est passé de 5,3 milliards à 4,2 milliards de dollars pour 2026-2027. Est-ce que ça, c'est une inquiétude ? Alors là, l'OMS, elle joue son rôle d'alerte quand il y a une épidémie comme ça qui se déclare. L'OMS, c'est une organisation qui est quand même avant tout normative, donc il y a un règlement sanitaire international où les autorités nationales doivent effectivement faire remonter les cas. L'enjeu, c'est toujours la question du dépistage et de la détection de ces premiers cas et qui là dépend aussi de l'état de santé et de préparation au niveau des pays. Donc là, l'OMS, elle est dans ce rôle. Il y a toujours des critiques sur le timing en fait du déclenchement des alertes, toujours, ou en tout cas très souvent. En 2014-2016, notamment lors de la très grande récente épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, il y en a eu beaucoup d'autres depuis, mais celle qui avait attiré l'attention. C'est la 17e, de ma part. En RDC. Et à l'échelle mondiale, en 2014, l'OMS avait été extrêmement critiquée pour avoir vraiment mis trop de temps. Et donc, depuis, il y a quand même des systèmes qui ont été mis en place pour essayer d'avoir une alerte plus précoce. Mais ensuite, tout repose sur la situation au niveau national et au niveau des financements de l'Organisation mondiale de la santé
comme du système d'aide au développement en général. Là, effectivement, il y a une baisse drastique ces dernières années. Enfin, cette dernière année. Cette dernière année, effectivement, on va y revenir, notamment avec le désengagement des États-Unis. On voulait juste revenir aussi avec Michel sur cette initiative qui est citée dans le Guardian. Les Elders, un groupe d'anciens dirigeants, ont simulé une situation d'urgence sanitaire au Kenya. Et là aussi, c'était dans le cadre de l'OMS. De quoi s'agit-il ? Oui, effectivement, c'est une réunion qui a eu lieu où on a simulé cela avec d'anciens dirigeants africains, la présidente du Libéria, l'ancien haut-commissaire aux droits de l'homme et quelques autres qui se sont réunis pour essayer de voir comment on pouvait imaginer réagir à une situation comme celle-là. Et différents points ont été mis en avant précisément pour en parler, c'est-à-dire comment on pouvait essayer de mieux coordonner les choses, comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte qu'un pays rapporte à l'OMS un cas de début d'épidémie et que ce pays ne se sente pas ostracisé ou mis de côté, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour l'Afrique du Sud lorsqu'un nouveau variant du Covid-19 était apparu. Bref, c'est une discussion posée qui a eu lieu face à une situation possible et je crois que la réponse, en tout cas vue de l'extérieur, elle est là. C'est-à-dire qu'une épidémie, c'est pas simplement un problème médical, c'est un problème économique, c'est un problème médical, c'est un problème de gestion économique aussi. Et comment est-ce qu'on met ces différents acteurs, voire climatiques, puisqu'ils avaient même imaginé dans cette modélisation qu'il y ait en plus un problème climatique qui ralentisse l'arrivée des secours, comment est-ce qu'on met toutes ces personnes ensemble, comment est-ce qu'on discute, comment est-ce qu'on se coordonne à l'échelle régionale mais internationale pour éviter une propagation et pour endiguer cela. Et je pense que c'est une excellente initiative parce que c'est comme ça qu'on pourra effectivement agir contre une éventuelle épidémie ou pandémie. Et parmi les participants, il y avait Denis Mukwege, qui est congolais, qui est lauréat du prix Nobel de la paix. Et il a dit « Nous devons travailler ensemble car nous ne savons jamais où cela se produira ». Est-ce que ce type d'initiative s'est amené à se reproduire plusieurs fois, Oriane ? Alors oui, des simulations, il y en a qui sont organisées régulièrement pour tester en fait les systèmes en cas de crise, parce que comme vient le dire Michel Serrouti, c'est des questions, il s'agit de tester la résilience des institutions, la coordination politique. Par contre, ensuite, ça dépend des moyens qui vont être mis sur la table pour que quand ça se présente réellement, tout cela fonctionne. Et là, ces initiatives, elles sont aussi intéressantes parce que, et le groupe des Elders en particulier a une forte visibilité, donc ça fait du plaidoyer. Et ça permet de maintenir quand même, d'essayer de briser ce qu'on appelle le cycle de panique et négligence, c'est-à-dire en politique, c'est-à-dire que quand il y a une crise, on panique, on met des financements, on essaye de faire des choses, et puis quand la crise se calme, tout ça repasse à l'arrière-plan, et à la prochaine crise, finalement, on n'est pas forcément mieux prêt. Alors, est-ce qu'on a paniqué lors de cet autre épisode ? C'était il y a 2 semaines, ça faisait la une de tous les médias. On découvrait l'hantavirus. Alors, le grand public, puisque c'est quand même un virus qui est connu, avec ces images de croisières confinées qui nous ont rappelé la pandémie de la Covid. Une alerte sanitaire mondiale avait été lancée après la mort de 3 personnes. Et on apprend aujourd'hui qu'un nouveau cas a été confirmé chez un membre d'équipage qui était rapatrié aux Pays-Bas. En France, toujours 26 personnes hospitalisés. La France, c'est l'un des pays les plus drastiques, les plus draconiens, Stéphane Vernet ? Oui, la France a pris des mesures très, très fortes et tout de suite, en fait. Alors effectivement, le pays a sorti l'artillerie lourde et tout de suite face à cette épidémie. On peut se demander si on n'en a pas fait trop. En réalité, moi, je pense qu'on a gardé le souvenir du Covid. On a appris aussi, à l'époque, on n'était pas prêt. Je ne dirais pas qu'il y a eu de la panique à l'époque. Par contre, on n'avait pas de masque, les choses ont été quand même minimisées au départ, souvenez-vous. On nous expliquait que de toute façon, on n'avait pas de masque, mais c'était pas grave, de toute façon, ça servait à rien. Enfin bon, il y a eu des allers-retours pas possibles. Et là, c'est compliqué pour les politiques parce que là, on a vu, il faut en dire assez, mais pas non plus paniquer, faire paniquer la population. Et après, on dit oui, parce que j'ai vu des commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, ils veulent minimiser, ils veulent pas nous dire la vérité. Moi, je pense qu'on en a fait beaucoup. Certains disent qu'on en a fait trop, qu'on surréagit. Moi, j'ai envie de dire que si ça permet d'éviter une nouvelle pandémie, des morts, un retour au confinement, il n'y a pas à hésiter, en fait. En l'occurrence, je pense qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez, et personne n'en voudra au gouvernement pour ça, alors que ce ne serait pas vrai pour l'inverse. C'est-à-dire que si on avait sous-réagi ou laissé les choses filer, ou étaient plus laxistes, entre guillemets, par rapport à ce qu'ont fait des pays voisins, et que les choses avaient dégénéré, je pense que beaucoup de gens auraient été là pour nous dire qu'en fait,
n'en faisait pas assez, qu'on avait traité ça par-dessus la jambe. C'est une quarantaine qui peut aller jusqu'à 42 jours. Alors Pierre Kroll, ça vous a inspiré deux dessins. Alors donnez-nous des nouvelles des cas belges, parce qu'il y en a eu. Oui, alors on a deux personnes qui étaient sur ce bateau et qui ont été rapatriées immédiatement. Voilà, ce premier dessin, je l'ai fait dès qu'on a appris cette histoire. Hein. C'est un dessin un peu avec valeur d'éditorial, si on peut dire. Hein. Le capitaine du navire demande à ce nouveau virus s'il est aussi dangereux que celui qu'on a bien connu, dont vous venez de reparler. Et donc, dans un autre dessin qu'on va voir, j'évoque effectivement le cas des deux, on va dire, vacanciers, croisiéristes, belges. Ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'est la chasse aux rats. Ah oui. Vous en parlerez tout à l'heure. Tout à l'heure, une exclusivité. Les deux Belges qui ont été rapatriés à Anvers, dont les nouvelles sont bonnes. Finalement, ils ont été testés négatifs, mais ils sont rentrés chez eux, mais ils sont quand même sous surveillance. Et au moins une personne, je crois qu'on est à 5 cas contacts, c'est-à-dire des gens dont on pense que par personne interposée, ils ont approché peut-être d'un peu trop près des gens contaminés. Donc tout ça est sous contrôle, c'est pas nombreux. Et les deux que j'ai dessinés ici rentrant en Belgique, posant la question dont vous venez de parler à l'instant, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ? Sans doute que non, autant prendre un maximum de précautions. Voilà, la caricature le dit. Alors Michel, est-ce qu'on a pris aussi un maximum de précautions en Suisse ? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un cas qui a été identifié et ce patient est hospitalisé à l'hôpital universitaire de Zurich. Il était bien sûr ce bateau. Quant aux cas contacts, j'imagine qu'ils sont surveillés, on n'en parle pas tellement. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Il n'y a pas péril en la demeure du côté suisse. Les autorités ont rappelé que voilà, le risque était extrêmement faible pour la population, voire inexistant. Voilà pour le moment, puisque la transmission est relativement difficile. Mais pour en revenir à est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez, c'est une équation qui est toujours compliquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est trop alarmiste et que la réalité du terrain ne se réalise pas, eh bien tout le monde vous tombe sur le dos ensuite pour vous dire « Regardez, vous avez été alarmiste, c'était pas nécessaire ». Surtout dans la mesure où éventuellement ça circonscrit, ça réduit nos libertés individuelles. Et puis évidemment, si vous n'en faites pas assez, comme ça a été le cas au début du Covid, où finalement on a pris ça, enfin c'est pas qu'on a pris ça à la légère, on était impréparés au niveau des mesures qui devaient suivre, eh ben on va dire, voilà, vous ne savez pas ce dont vous parlez, vous n'êtes pas suffisamment préparé, vous n'avez pas lancé l'alarme suffisamment tôt. Donc c'est une équation qui est un petit peu compliquée pour le monde de la santé aujourd'hui, le monde politique en général, que de savoir où il faut placer le curseur, parce que quoi qu'il arrive, on risque de faire des mécontents. Alors, faire des mécontents, Oriane Guilbault, est-ce que l'Union européenne a les moyens d'harmoniser justement ce qui se passe ? C'est ce que souhaite la France. Alors, pendant très longtemps, en fait, l'Union européenne ne se préoccupait pas d'harmonie beaucoup, on va dire, de cette question. On l'avait vu au moment du Covid, en fait, où les États européens avaient finalement pris des mesures en ordre dispersé. Et donc, il y a eu quand même un vrai changement au niveau de l'Union européenne avec la crise du Covid et cette prise de conscience où il y a plusieurs structures qui ont été mises en place au moment notamment pour faire des achats conjoints de vaccins. Ça a été un moteur quand même très puissant pour harmoniser tout ça. Et puis il y a eu un renforcement du Centre européen de contrôle des maladies, donc des choses qui ont bougé au niveau institutionnel. Et l'Europe, c'est l'Union européenne, s'est aussi imposée dans le multilatéralisme sanitaire. Au moment du Covid déjà, elle avait soutenu l'Organisation mondiale de la santé face aux critiques des États-Unis. C'est Charles Michel, le président du Conseil européen, qui avait été un défenseur qui avait proposé l'idée d'un traité pandémie. Donc l'Europe, l'Union européenne... Donc on est peut-être plus protégé, en tout cas en Europe, avec une volonté en tout cas. Avec une volonté, et voilà. Mais après, les États restent souverains quand même en matière de santé sur leur territoire. Et vous savez qu'il y a des scientifiques qui cherchent encore le coupable de l'hantavirus. Et le coupable, c'est un rat, un rongeur, pardon. Et donc, ils sont en train de piéger des rongeurs à Ushuaïa. Pierre Kroll, ça vous a inspiré un dessin pour Allons-y Franco, hein, pour une fois. Juste pour nous. Ah oui, il est encore publié nulle part. Peut-être qu'il passera dans mon journal le soir s'ils le veulent. Mais voilà, j'ai vu vos notes tout à l'heure et j'ai pensé à ces rats qui se cachent derrière un petit bout de rocher pour éviter d'être attrapés par les scientifiques qui veulent les étudier sous toutes les coutures. Et oui, effectivement. Et pour l'instant, ils ont rien révélé. Alors, tout ça se passe en ce moment alors que l'OMS tient sa 79e Assemblée générale. Et c'est assez alarmant. On va écouter... Enfin, alarmant. Effectivement, ils ont essayé quand même de dire qu'il y avait beaucoup de chemin à parcourir. On va écouter Hélène Clark. C'est l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, mais surtout, elle est coprésidente du groupe indépendant sur la préparation et la riposte aux pandémies.
Je pense que nous avons encore besoin de beaucoup plus de connaissances en matière de préparation fondée sur l'évaluation des risques. Connaître ces risques, savoir ce qui pourrait survenir, être prêt à y faire face. Sur ces questions de base que sont la surveillance, la détection précoce, le fait de prendre rapidement toutes les mesures possibles, nous n'y sommes pas encore. Voilà, on n'y est pas encore. Alors, est-ce à dire qu'on est plus vulnérable? Et est-ce qu'aussi c'est un problème de moyens, Oriane? Et aussi, le fait est qu'ils ne sont pas arrivés à finaliser ce traité mondial sur les pandémies. Est-ce que c'est inquiétant? Alors, ce traité mondial contre les pandémies, c'était effectivement la réponse du monde pour être mieux préparé à une crise et pour prendre les choses plus en amont, pour avoir une réponse plus globale, pour pas juste réagir quand il y avait une alerte, en gros, mais avoir des vrais systèmes de prévention très en amont, y compris sur des questions liées à l'environnement, la santé animale, etc. Ce traité, il a quand même été adopté en partie. Donc en 3 ans, les États ont réussi à se mettre d'accord sur une première partie du traité, mais il y a une annexe très importante sur le partage des pathogènes, donc des virus, des bactéries qui vont causer des maladies en gros, et en retour le partage des vaccins, des traitements, des diagnostics. Cette annexe-là, qui est une partie importante du traité, et le traité ne pourra être signé et ratifié et entrer en vigueur que quand cette annexe sera négociée. Et là, c'est un problème de redistribution, en fait. C'est-à-dire que les pays du Sud, en gros, disent pour partager nos pathogènes qui viennent de nos territoires, eh bien, on attend, si on les partage, on attend en retour qu'on ait accès aux vaccins, aux traitements rapidement et pas en dernier, après tout le monde, comme ça s'est produit dans le cas du Covid-19. Donc ça, c'est un blocage politique. Et là, les États se sont donné 1 an encore pour le résoudre. Alors Stéphane Vernet, justement, le patron de l'Agence sanitaire de l'Union africaine, déplore la réduction de l'aide occidentale dans les colonnes du journal Le Monde. On vient de le dire, est-ce que c'est encore un exemple là de la fracture nord-sud? En fait, il a raison de déplorer le fait qu'il y ait un certain nombre d'aides qui se soient amenuisées, notamment les aides américaines. On peut se dire que ça a pu avoir un impact dans le cas congolais. En même temps, c'est pas la seule et unique source de difficulté. En fait, il y a d'autres éléments qui sont intervenus dans l'émergence de cette épidémie, le fait aussi qu'en fait on est face à une nouvelle souche qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et puis aussi dans un terrain qui est traversé par un conflit armé. En fait, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Moi, je pense qu'effectivement, la diminution des aides d'une manière générale, c'est une mauvaise idée dans un monde dans lequel on va être de plus en plus confronté, du fait des règlements climatiques et de l'évolution des choses, à ce type de pandémie. Donc on aurait besoin de renforcer l'OMS. Ce n'est pas une bonne idée de l'affaiblir en ce moment. Voilà. Mais en même temps, je pense que les problèmes et les facteurs vont au-delà de ce manque de moyens. Eh bien, merci à vous quatre. Ce sera le mot de la fin. À vous quatre d'avoir participé à Allons-y Franco. 64 minutes, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.